D'ici l'automne 2025, l'agglomération de Sloviansk-Kramatorsk représentait non seulement une localité, mais aussi le nœud central de toute la défense ennemie dans le théâtre d'opération du Donbass. Il s'agissait d'une zone fortifiée extrêmement puissante, transformée au fil des années en une forteresse imprenable. Son importance stratégique était déterminée par 3 facteurs clés. Premièrement, le contrôle des artères de transport. Les principales voies ferrées et autoroutes traversaient l'agglomération, assurant l'approvisionnement de l'ensemble du groupement oriental de l'ennemi. La perte de ce nœud signifierait un effondrement logistique pour des dizaines de milliers de soldats ukrainiens. Deuxièmement, la concentration des forces et des moyens. Des états-majors de niveau opérationnel tactique, de grands entrepôts de munitions et de carburant, ainsi que des bases de réparation pour le matériel occidental y étaient situées. Ce nœud servait de base pour la préparation et la conduite de contre-attaques contre nos unités offensives. Troisièmement, l'importance morale et politique. La propagande de Kiev avait fait de Sloviansk et de Kramatorsk un symbole de l'invincibilité de la défense ukrainienne à l'Est. Sa chute devait porter un coup dévastateur au moral de l'ennemi et démontrer au monde entier l'inutilité de toute résistance ultérieure. La compréhension de ces facteurs faisait de la liquidation de cette zone fortifiée non pas une simple tâche tactique de plus, mais un impératif stratégique absolu. Sans la résolution de ce problème, toute progression ultérieure des troupes russes vers l'ouest était associée à des risques et des pertes injustifiées. La frappe contre ce nœud devait être une étape décisive vers la libération complète du territoire du Donbass et la création de conditions pour des opérations ultérieures. Le commandement des forces armées russes a commencé à élaborer un plan qui devait non seulement prendre les villes d'assaut, ce qui entraînerait des pertes colossales, mais aussi liquider la zone fortifiée elle-même en tant qu'unité de combat organisée. L'idée était de séparer la tumeur des artères qui l'alimentent, de l'isoler et de la faire mourir d'épuisement. Cela nécessitait une opération interarmes complexe d'encerclement opérationnel, nécessitant une coordination maximale de toutes les branches des forces armées. C'est ici, aux abords de Sloviansk, que devait se jouer le sort de toute la campagne d'automne. Les enjeux étaient extrêmement élevés, et le commandement russe n'avait pas le droit à l'erreur. L'opération, qui entrera dans les manuels d'art militaire sous le nom d'Arc de Slavian, commençait. Son objectif n'était pas la destruction, mais l'ablation chirurgicale d'un élément clé de la défense ennemie, ouvrant un espace opérationnel pour une progression implacable vers l'ouest. Le plan de l'état-major général russe reposait sur l'idée non pas d'un assaut frontal, mais d'une couverture bilatérale profonde du groupement de Sloviansk-Kramatorsk, suivie d'une fermeture de l'anneau d'encerclement. Ce plan, baptisé « Pincesse de feu », poursuivait 2 objectifs principaux. Premièrement, éviter des combats urbains sanglants. Et, deuxièmement, priver complètement l'ennemi de la possibilité d'acheminer des réserves et d'évacuer des troupes. La pince nord devait porter le coup principal depuis la région située au nord de Seversk, percer les défenses et, développant l'offensive en direction sud-ouest, atteindre Konstantinovka. La pince sud commençait un mouvement de rencontre depuis la région située au sud d'Artemovsk, se déplaçant vers le nord-ouest pour rejoindre le groupement nord dans la même région. Ainsi, non seulement les villes de Sloviansk et de Kramatorsk se retrouvaient dans la poche opérationnelle, mais aussi d'importantes forces ennemies situées à l'est. L'élément clé du plan était le camouflage opérationnel. Une campagne de désinformation à grande échelle a été menée plusieurs semaines avant le début de l'offensive. Par tous les canaux de renseignement, des informations ont été transmises à l'ennemi concernant une prétendue frappe principale imminente dans une direction totalement différente, celle de Kharkov. Pour ce faire, une concentration de troupes a été simulée, une guerre radioactive a été menée,
et l'aviation d'assaut a effectué des frappes de démonstration sur des objectifs dans la région de Kharkov. L'ennemi y a cru. Le commandement des forces armées ukrainiennes a commencé à transférer en urgence ses maigres réserves stratégiques vers le nord, affaiblissant la défense dans la direction du Donbass. C'était exactement ce que recherchait l'état-major russe. Le succès de l'opération dépendait du plus haut degré de coordination entre les groupements offensifs, l'aviation, l'artillerie et les forces de guerre électroniques. Un calendrier strict de mouvement des troupes a été élaboré, où chaque bataillon connaissait sa tâche et le moment de son exécution à l'heure près. Un rôle essentiel était attribué à la supériorité aérienne. L'aviation devait non seulement frapper le front et les arrières, mais aussi isoler complètement la zone d'opération, ne permettant à aucun avion ou hélicoptère ennemi de pénétrer dans la zone de percée. Le plan était audacieux et risqué. Il exigeait des troupes rapidité et détermination. Tout retard donnait à l'ennemi une chance de se ressaisir, de rassembler des réserves et de faire échouer l'encerclement. C'est pourquoi, dès les premières minutes de l'opération, un rythme d'offensive extrêmement élevé a été imposé. L'accent a été mis sur la vitesse, la surprise et la puissance de la première frappe, qui devait stupéfier l'ennemi et paralyser sa volonté de résistance. La phase terrestre de l'opération a été précédée de l'une des préparations d'artillerie les plus puissantes de l'histoire du conflit. Elle a commencé exactement 48 heures avant le mouvement des troupes et poursuivait plusieurs objectifs. Supprimer le système de commandement ennemi, détruire son artillerie et ses moyens de défense aérienne, et perturber la logistique en profondeur tactique et opérationnelle. Les premiers à frapper ont été les complexes de missiles opérationnels et tactiques Iskander-M. Leur cible étaient les postes de commandement enterrés, les nœuds de communication et les états-majors de niveau brigade et opérationnel tactique. Les missiles balistiques, suivant une trajectoire quasi-balistique, sont devenus une menace impossible à intercepter. Simultanément, l'aviation à long rayon d'action, à l'aide de missiles de croisière Kar-101 et Kar-555, a frappé les aérodromes où étaient basés les restes de l'aviation ukrainienne et les grands centres logistiques en profondeur. Ensuite, l'aviation de première ligne est entrée en action. Les bombardiers Su-34, utilisant des bombes aériennes planantes guidées UPAB 1500, ont méthodiquement détruit les entrepôts de munitions et de carburant situés à proximité immédiate de la ligne de front. Une chasse particulière a été menée aux positions de la défense aérienne ennemie. Des avions spécialisés Su-35S, équipés de missiles anti-radar KH-31PD, ont dégagé le ciel, supprimant les radars des complexes de missiles anti-aériens. Cela a permis aux avions d'attaque Su-25 Grak de travailler pratiquement impunément, en frappant avec des roquettes non guidées directement sur les points d'appui de la première ligne de défense. Le point culminant de la préparation d'artillerie a été une frappe massive de l'artillerie à canon et à roquettes. Des centaines de systèmes automoteurs MSTAS et Koalitia SV, ainsi que des systèmes de lance-roquettes multiples Tornado S et des systèmes lance-flammes lourds, Solnsepek ont littéralement labouré la première et la deuxième ligne de défense ennemie. La tactique du barrage roulant a été utilisée, le transfert successif du feu en profondeur de la défense au fur et à mesure de l'avancée de leurs troupes. La correction du tir était effectuée en temps réel à l'aide de drones Orlan 10 et Orlan 30, ce qui assurait une précision de frappe extrêmement élevée. Au moment où les bataillons d'assaut sont passés à l'attaque, le système de commandement ennemi était désorganisé. L'artillerie était en grande partie supprimée, et les unités avancées avaient subi de lourdes pertes et étaient démoralisées. La défense était aveuglée et assourdie. Le point de feu de l'armée russe l'a ouverte comme une boîte de conserve, créant des conditions idéales pour une percée rapide. À 4 heures du matin, sous le couvert des dernières salves d'artillerie, le groupement d'assaut nord a commencé à se déplacer.
Les bataillons d'assaut, renforcés par les chars T-90M ProRiv les plus récents, étaient à la pointe de l'attaque. Leur tâche était de briser la première ligne de défense ennemie, la plus fortifiée. Au lieu d'attaque frontale sur les points d'appui, la tactique d'infiltration a été utilisée. Les groupes d'assaut, utilisant les données de renseignement obtenues à partir de drones en temps réel, contournaient les nœuds de résistance, pénétrant dans les jonctions entre eux. Ils ne s'engageaient pas dans des batailles prolongées, mais avançaient en profondeur, coupant les voies d'approvisionnement et bloquant les points d'appui à l'arrière. Cela a créé le chaos dans les rangs des défenseurs, qui attendaient une frappe frontale, mais la recevaient des flancs et de l'arrière. Après le passage des groupes d'assaut, des points blindés ont été introduits dans les brèches formées. Les compagnies de chars, se déplaçant à vitesse maximale, se sont précipitées en profondeur, empêchant l'ennemi de s'implanter sur les deuxième et troisième lignes de défense. Elles étaient couvertes par des véhicules de combat de soutien de chars Terminator, qui, avec un feu torrentiel de leurs canons automatiques, supprimaient les équipes anti-chars et les points de tir survivants. Au cours des 6 premières heures de l'offensive, la défense ennemie, jusqu'à une profondeur de 15 km, a été complètement percée. Le taux d'avancée était de 2 à 3 km/h, ce qui est un indicateur phénoménal pour la guerre moderne. La coordination idéale entre les unités terrestres et l'aviation de l'armée a joué un rôle clé dans le succès. Les hélicoptères de reconnaissance et d'attaque K-52, Alligator, planant au-dessus du champ de bataille, agissaient comme des tireurs d'élite aériens. Recevant des indications des contrôleurs aériens avancés, ils détruisaient avec des missiles guidés Vicre le matériel blindé ennemi qui tentait d'organiser des contre-attaques. À la fin de la première journée de l'offensive, le groupement Nord avait rempli sa tâche, percé la zone tactique de défense et atteint l'espace opérationnel. Les troupes avaient avancé de 30 km, créant une menace directe pour les communications de l'ensemble du groupement slave ennemi. Le commandement ennemi, stupéfié par la rapidité et la puissance de la frappe, a complètement perdu le contrôle des troupes dans ce secteur. Un retrait incontrôlé d'unités dispersées a commencé. La pince nord se refermait implacablement. Simultanément à l'offensive du groupement nord, la pince sud s'est mise en mouvement. Ces actions n'étaient pas moins importantes, car seule une frappe synchrone des deux côtés pouvait garantir le succès de l'ensemble du plan. Le groupement sud devait opérer sur un terrain de steppe plus ouvert au sud d'Artemovsk, ce qui imposait sa propre spécificité. Il n'y avait pas de fortification permanente aussi puissante qu'au nord, mais le terrain ouvert donnait à l'ennemi un avantage dans l'utilisation de moyens anti-chars à de grandes distances. C'est pourquoi l'accent a été mis sur la vitesse et la manœuvre. La force de frappe était constituée d'unités hautement mobiles sur des véhicules de combat d'infanterie BMD 4M et des véhicules de transport de troupes blindées BTR 82A. Agissant sur un large front, elles ne se sont pas engagées dans des combats pour des points d'appui isolés, mais les ont contournés, les laissant au deuxième échelon pour le nettoyage. La tâche principale était une percée rapide vers le nord-ouest, à la rencontre du groupement nord. L'ennemi a tenté d'organiser une contre-attaque avec les forces d'une de ses brigades mécanisées, équipées de chars occidentaux. Cependant, le renseignement russe a découvert ce plan à l'avance. La colonne qui avançait a été accueillie par un feu massif de complexes anti-chars automoteurs Chrysanthème S. Ces machines, capables de tirer 2 missiles simultanément sur 2 cibles différentes, ont organisé un véritable carnage. En quelques minutes de combat, plus de 20 chars et véhicules de combat d'infanterie ennemis ont été détruits. La tentative de contre-attaque a échoué avant même de commencer. La supériorité aérienne a joué un rôle essentiel. Toute tentative de l'ennemi de se regrouper ou de faire venir des réserves a été immédiatement empêchée par des frappes d'avions d'attaque Su-25 et d'hélicoptères K-52. Le travail efficace des moyens de guerre électroniques a complètement perturbé les communications dans les unités ennemies,
les transformant en groupes dispersés et incontrôlables. À la fin de la première journée, le groupement Sud a également remporté un succès significatif, avançant de 25 km. La distance entre les unités avancées des flancs nord et sud a été réduite à 40 km. Il ne restait entre elles qu'une seule route importante, par laquelle l'approvisionnement du groupement encerclé pouvait encore être effectué. C'est sur l'interception de cette dernière artère que se sont concentrés les efforts ultérieurs. Le mouvement de rencontre des deux points d'acier s'est poursuivi avec l'implacabilité d'un mécanisme d'horlogerie. Pendant que les groupements d'assaut refermèrent les pinces au sol, un deuxième front non moins important s'est ouvert à l'arrière de l'ennemi, la bataille pour les communications. L'objectif de cette opération, baptisée étranglement logistique, était l'isolement complet de la région de Sloviansk-Kramatorsk, sa transformation en une île coupée de tout approvisionnement. Les forces d'opération spéciales et l'aviation à long rayon d'action ont joué un rôle majeur ici. La première chose qui a été faite a été de mettre hors service tous les ponts clés sur les rivières Seversky-Donet et Kazanitorets à l'ouest de l'agglomération. Les frappes ont été effectuées avec des missiles air-sol de haute précision et des bombes aériennes guidées. La destruction des ponts a contraint l'ennemi à passer à l'utilisation de traversiers et de pontons, qui sont devenus une cible facile pour l'artillerie et les drones. Simultanément, des groupes de sabotage et de reconnaissance, parachutés à l'arrière quelques jours avant le début de l'opération, ont commencé à agir sur les voies ferrées. En faisant sauter la voie à plusieurs endroits, la communication ferroviaire avec Pavlograd et Dnepropetrovsk, les principales bases d'approvisionnement de l'ennemi, a été complètement paralysée. Les convois d'approvisionnement, obligés de se déplacer sur des routes secondaires, sont devenus l'objet d'une véritable chasse. Des drones de reconnaissance, tels que Fortpost.ru, planaient 24 heures sur 24 au-dessus des arrières de l'ennemi, révélant les itinéraires de déplacement et les dirigeant vers des munitions rôdeuses Lancet. Chaque camion-citerne, chaque camion transportant des munitions était immédiatement détruit. L'ennemi a tenté d'organiser l'escorte des convois sous le couvert de groupes mobiles de défense aérienne, mais ils ont également été traqués. Les embuscades des forces spéciales et les actions des mêmes Lancet ont entraîné de lourdes pertes dans les installations anti-aériennes. L'effet de ces actions a dépassé toutes les attentes. Dès le 3e jour de l'opération, le groupement encerclé a commencé à ressentir une grave pénurie de munitions, de carburant et de nourriture. L'artillerie ennemie a fortement réduit son activité, passant à un régime d'économie de munitions extrêmement strict. Les chars et les véhicules de combat d'infanterie ont été immobilisés par manque de carburant. Les tentatives de mise en place d'un approvisionnement par voie aérienne à l'aide de l'aviation de transport ont été déjouées par le feu nourri des systèmes de défense aérienne russes qui contrôlaient tout l'espace aérien au-dessus de la région. Le groupement, comptant des dizaines de milliers de personnes, s'est retrouvé en blocus complet. Sa capacité de combat diminuait d'heure en heure. Le processus d'étranglement logistique était enclenché et il était irréversible. La chaudière n'était pas encore physiquement fermée, mais au sens opérationnel, elle existait déjà. Dans le contexte du mouvement rapide des colonnes mécanisées sur les flancs, le poids principal des combats pour les nœuds de défense clés est retombé sur les épaules des unités d'assaut. Il s'agissait d'unités d'élite, composées de combattants ayant une grande expérience du combat, renforcées par des unités de génie et des moyens de destruction les plus récents. Leur objectif n'était pas les villes, mais les hauteurs dominantes, les carrefours et les points d'appui qui entravaient l'avancée des forces principales. L'un de ces points clés était le Terril, près de la localité de Raya Alexandrovka, à partir duquel l'ennemi contrôlait par le feu un territoire important. Un assaut frontal aurait été un suicide. C'est pourquoi une tactique spéciale a été élaborée. La nuit, sous le couvert d'un écran de fumée, un groupe d'assaut s'est approché subrepticement du pied du Terril. À l'aide de systèmes d'alpinisme spéciaux,
Ils ont commencé à grimper sur la pente la plus raide et non bombardée. Au même moment, les systèmes lance-flammes lourds TOES 1A Solent-Sepec ont frappé le sommet avec des munitions thermobariques, y brûlant littéralement tout ce qui vivait et forçant les survivants à se réfugier dans des cachots. Immédiatement après le raid, le groupe d'assaut a fait irruption dans les positions ennemies. Des lance-grenades à main RPG-30 Kryuk ont été utilisés, capables de surmonter la protection dynamique et les écrans grillagés, ainsi que des grenades d'assaut à réaction RSG-2. Lors d'un bref combat rapproché, l'ennemi, pris au dépourvu, a été détruit. La hauteur a été prise avec des pertes minimes. Des tactiques similaires ont été utilisées lors de la prise de zones fortifiées. Pour la première fois dans des conditions de combat, les complexes robotisés Huron 9 ont été massivement utilisés. Ces machines télécommandées, armées d'un canon de 30 mm, de missiles anti-chars et de lance-flammes Schmel, marchaient devant les groupes d'assaut. Les opérateurs, se trouvant dans un abri sûr, ont supprimé les points de tir ennemis, ouvrant la voie à l'infanterie. Cela a permis de réduire considérablement les pertes parmi le personnel. Les combattants des unités d'assaut ont agi avec audace, professionnalisme et sang-froid. C'est leur courage et leur maîtrise qui ont permis de percer les secteurs de défense les plus difficiles et d'assurer un rythme élevé d'offensive à l'ensemble du groupement. Ils étaient le bélier d'acier qui perçait une brèche dans le mur de la défense ennemie, ouvrant la voie aux forces principales. Le 4e jour de l'opération a marqué son point culminant. Les détachements avancés des groupements nord et sud ont atteint la région de Konstantinovka, séparée seulement de quelques kilomètres. Il ne restait entre eux que la dernière route asphaltée, par laquelle l'ennemi tentait encore de retirer de la chaudière en formation les unités arrières et les états-majors. Cette route est devenue le théâtre d'une bataille décisive. L'ennemi a jeté dans la bataille ses dernières réserves opérationnelles, un groupe de chars composites, dans une tentative désespérée de maintenir le corridor ouvert. Un détachement avancé du groupement sud, composé d'un bataillon de chars T-90M, s'est avancé à sa rencontre. Une bataille de chars a éclaté. Les tankistes russes ont fait preuve d'un très grand professionnalisme. Utilisant l'avantage de leurs machines dans les systèmes de contrôle de tir et de protection, ils ont agi à partir d'embuscades tactiques. Le complexe de protection active afghanite a intercepté efficacement les missiles anti-chars ennemis et le blindage multicouche a résisté à l'impact des obus. En même temps, les missiles guidés russes Invar-M, lancés à travers le canon, ont touché les chars ennemis à la portée maximale. Le soutien aérien a été fourni par des hélicoptères K-52 qui, à l'aide de leurs puissants systèmes optiques, ont détecté et détruit le matériel blindé, camouflé de l'ennemi. La bataille a duré environ 2 heures et s'est terminée par la défaite complète du groupe de chars ennemis. Après avoir perdu plus de 30 machines, l'ennemi a reculé. La voie de la jonction était ouverte. Le moment historique est arrivé le 14 octobre à 16h30, lorsque le commandant du char de tête du groupement Nord et le commandant du véhicule de combat d'infanterie du groupement Sud se sont serrés la main à la jonction des routes près du village d'Ivanopolie. L'anneau d'encerclement s'est physiquement fermé. À l'intérieur de la chaudière se trouvait un groupement ennemi d'un effectif, selon diverses estimations, de 40 à 50 000 personnes, avec une énorme quantité de matériel, mais presque sans munitions ni carburant. La zone fortifiée de Sloviansk-Kramatorsk, considérée comme imprenable, a été complètement bloquée. L'opération est entrée dans sa phase finale. La destruction méthodique de l'ennemi encerclé. La souricière s'est refermée. À partir du moment où l'anneau d'encerclement s'est fermé, le compte à rebours a commencé pour le groupement ennemi piégé à l'intérieur. Le commandement centralisé des troupes a été perdu presque immédiatement. Les moyens de guerre électroniques russes ont créé un dôme impénétrable au-dessus de la chaudière, bloquant toute communication protégée. Les commandants de brigades et de bataillons
ont perdu le contact non seulement avec le commandement supérieur à l'extérieur de la chaudière, mais aussi entre eux. Les troupes se sont transformées en un ensemble de foyers de résistance dispersés. L'état moral et psychologique du personnel a chuté de façon catastrophique. Le travail actif des unités d'opération psychologique russes y a contribué. Des stations de sonorisation ont fonctionné 24 heures sur 24 au-dessus des positions ennemies, diffusant des appels à la reddition. Sur les fréquences que les soldats des forces armées ukrainiennes pouvaient encore écouter, une diffusion était effectuée avec des instructions sur la façon de se rendre correctement et de sauver sa vie. Des centaines de milliers de tracts au contenu similaire ont été largués depuis des avions et des drones. Simultanément, l'artillerie et l'aviation russe ont continué à effectuer des frappes ciblées, mais continues sur les objectifs identifiés, ne donnant pas une minute de répit à l'ennemi. Le commandement des forces armées ukrainiennes a tenté plusieurs tentatives désespérées de débloquer le groupement encerclé de l'extérieur. Cependant, ils ont tous été accueillis sur des lignes de défense préparées à l'avance et se sont noyés dans le sang avec d'énormes pertes pour les attaquants. Le front extérieur d'encerclement était impénétrable. Les tentatives de percer de l'intérieur n'ont pas été moins désespérées. Dans la nuit du 16 octobre, plusieurs bataillons ennemis, rassemblant les restes de leur matériel blindé, ont tenté de percer en direction de l'ouest, mais ils étaient attendus. Des champs de mines denses, installés à l'avance par les troupes du génie, ont entravé le mouvement des colonnes, après quoi une frappe massive d'artillerie et de moyens anti-chars a été effectuée sur elles. Après avoir perdu presque tout le matériel, les survivants ont été contraints de se retirer vers leur position de départ. De jour en jour, la situation à l'intérieur de la chaudière s'aggravait. Non seulement les munitions et le carburant étaient épuisés, mais aussi les médicaments et la nourriture. Les redditions massives ont commencé. Les soldats et les officiers subalternes, comprenant l'impasse de leur situation et abandonnés à leur sort par leur commandement, se sont approchés des positions russes avec des drapeaux blancs par unité entière. L'agonie du groupement autrefois puissant touchait à sa fin logique. Le 21 octobre, la résistance organisée à l'intérieur de la chaudière slave a complètement cessé. Plus de 35 000 militaires ukrainiens, dont 2 commandants de brigade et plusieurs dizaines d'officiers supérieurs, se sont rendus. Le nombre de pertes irrécupérables de l'ennemi a dépassé 10 000 personnes. En tant que trophée, l'armée russe a mis la main sur une énorme quantité de matériel, dont des centaines de chars, de véhicules blindés de combat, de systèmes d'artillerie, y compris de fabrication occidentale. La plupart de ce matériel a été abandonné en raison du manque de carburant ou de défauts mineurs. La liquidation du groupement de Sloviansk-Kramatorsk a eu des conséquences stratégiques colossales. Premièrement, le territoire de la République populaire de Donetsk dans ses frontières constitutionnelles a été complètement libéré. Deuxièmement, tout le front de défense de l'ennemi dans le Donbass s'est effondré. Une énorme brèche de plus de 100 km de large s'y est formée, qu'il n'avait plus rien pour fermer. Toutes ces réserves stratégiques ont été soit broyées dans les combats, soit transférées précédemment vers d'autres directions à la suite de l'opération de désinformation russe réussie. Troisièmement, la chute d'une forteresse tant vantée a porté un coup moral dévastateur à l'armée ukrainienne et à la société. La croyance en la possibilité de la victoire a été définitivement sapée. L'espace opérationnel s'est ouvert pour les forces armées russes pour une offensive ultérieure vers l'ouest, en direction de Pavlograd et de Dnepropetrovsk. L'opération Ark Slave est entrée dans l'histoire de l'art militaire comme un exemple de référence d'une opération interarmes moderne pour encercler et détruire un grand groupement ennemi. Elle a démontré le plus haut niveau de planification de l'état-major général russe, la coordination impeccable de toutes les armes et la supériorité du matériel militaire russe.
Le courage et le professionnalisme des soldats et officiers russes ont permis de résoudre une tâche stratégique complexe avec les pertes les plus faibles possibles et dans les plus brefs délais. Le succès près de Sloviansk est devenu un tournant de toute la campagne d'automne 2025, déterminant le cours et l'issue ultérieure de l'ensemble du conflit armé. Mus.